Salut les abonnés, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour reparler du Meshtastic. Alors ça va pas être une vidéo d'introduction au protocole Meshtastic, etc. On va vraiment aujourd'hui voir ensemble comment déployer efficacement un réseau Meshtastic et quels sont mes conseils après quasiment un an déjà de déploiement du réseau Meshtastic dans le département 34. À savoir que de base, mon idée c'était juste couvrir le département 34, et aujourd'hui on étend vraiment le projet Meshtastic à toute l'Occitanie via justement le projet Meshtastic Occitanie. Je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo si vous voulez nous aider à déployer ce réseau public et citoyen. Donc cette initiative, j'ai voulu la lancer via le projet Fréquence Citoyenne Française et plus précisément le groupe local FCF 34 que je gère personnellement et qui aujourd'hui va nous servir d'exemple au niveau de, on va dire, ce tutoriel, ce rétex, ce retour d'expérience sur le déploiement du réseau ici. On va dire un réseau quand même assez cheap, dans le sens où on n'a pas non plus du matériel de très haute qualité qui coûte extrêmement cher, et malgré ça on arrive quand même à des résultats satisfaisants. Et voilà, l'idée d'aujourd'hui c'est vraiment de vous donner tous les bons tips pour bien développer, bien déployer un réseau dans votre secteur. Et déjà le premier problème récurrent que je remarque quasiment systématiquement chez toutes les personnes qui veulent s'équiper en radio de manière générale, que ce soit talkie-walkie ou du Meshtastic, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, le problème vient du fait que les gens sont assez auto-centrés, c'est-à-dire qu'ils ne prennent en compte que leur matériel pour eux, par eux, à leur niveau, et ne comprennent pas que la plupart des gammes de fréquences que nous allons pouvoir utiliser de manière gratuite et libre en tant que citoyen se trouvent sur la gamme de fréquences UHF, et qu'en UHF la portée elle est vraiment pas très grande. En fait c'est des bandes de fréquences qui fonctionnent vraiment à vue, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un obstacle, la communication ne passera pas. Donc à partir de là, ça reste quand même relativement limité, que ce soit sur le PMR 446, le LPD 433, le 860 mégas pour par exemple le Meshtastic, la Wi-Fi, etc., etc. Tout ça c'est de l'UHF et ça fonctionne grosso modo pareil. Alors c'est bien pour les zones assez denses, assez urbaines, ou même au niveau électromagnétique, il y a beaucoup de pollution, de brouillage. Ça tient plutôt bien face à ça, mais ça n'empêche que la portée est quand même relativement réduite, et l'erreur que quasiment tout le monde fait lorsqu'il débute en radio, c'est, on va prendre l'exemple du talkie-walkie parce que c'est vraiment l'exemple le plus flagrant que je vois quasiment systématiquement, c'est que les gens veulent s'équiper en radio pour du prepping, du secours, du tout ce que vous voulez. Ils achètent la radio, ils la programment ou pas, ils la mettent sur le bureau, ils font ça. Voilà. Ils font ça, puis ils attendent. Ils attendent, il se passe rien, ils entendent rien, ou très mal, oh je capte personne. C'est de la merde, ça sert à rien, ça marche pas. Hop, je le balance, et ça finit au fond du tiroir. Là vous avez rien compris, si vous faites ça, c'est que vous avez tout sauf la bonne approche. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, premier facteur, l'antenne. Ayez une bonne antenne sur votre installation. Deuxièmement, on va rester vraiment sur le Meshtastic, l'exposition. Plus l'antenne sera haute en altitude, avec vraiment bien réglé au niveau de la fréquence d'utilisation, avec un gain assez important, assez conséquent. Le gain, c'est vraiment un principe d'amplification ou d'atténuation. Donc nous, l'idée, c'est d'amplifier le signal qu'on va transmettre et qu'on va recevoir. Et là, ça va faire toute la différence, surtout en Meshtastic, et c'est vraiment ce que j'ai pu constater, on le verra juste après, parce que je vous montrerai un petit peu comment on a installé nos différents nodes, et sur quoi ça fonctionne, comment est-ce qu'on les a paramétrés, etc., etc. Vraiment là, l'idée c'est vraiment de vous expliquer les fondements. Alors après, je suis pas un expert, attention, mais de manière très simple et très pragmatique, je vais vous montrer comment déployer un réseau qui fonctionne de manière autonome. Donc déjà, premièrement, il va falloir distinguer, en tout cas moi c'est comme ça que je conçois le réseau Meshtastic, alors que ce soit au niveau de mon secteur ou même de manière plus large, c'est qu'il y a différentes gammes de produits. Pas dans le sens prix ou quoi, mais vraiment dans le but final recherché au niveau des appareils. Donc on a déjà les appareils individuels.
les appareils individuels que j'utilise en mèche-tastique, on va mettre la radio de côté. Bon, je reste quand même en écoute sur le 7.7 radio rando montagne et le canal 9 d'urgence. Ça va être le Liligo T-Deck, qui je pense n'est plus vraiment à présenter. Pourquoi est-ce qu'il est pratique? Parce que tout est intégré dedans, on a une bonne autonomie. J'ai en gros 2-3 jours d'autonomie. On va pouvoir avoir, on a tout en fait, le clavier, l'antenne est intégrée à l'intérieur. Moi j'ai préféré rester sur quelque chose de très discret, donc j'ai pas voulu mettre d'antenne extérieure parce que c'est tout sauf discret en fait. Moi l'idée c'est vraiment de pouvoir me balader avec mon petit mèche et que personne puisse le voir. Ensuite, donc ça c'est vraiment mon node principal. Mon node secondaire, si je peux pas me permettre d'avoir le T-Deck ou si j'ai besoin d'avoir beaucoup plus de furtivité, de discrétion, je vais prendre la petite montre tactile. Donc ça, pareil, aujourd'hui tout le monde a une montre, donc c'est la T-Watch S3 que je vous avais déjà présentée, que j'utilise toujours couramment. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que je vais emporter dans mon EDC quotidien. Ensuite, troisième appareil, alors ça c'est du bidouillage, mais c'est un powerbank dans lequel j'ai intégré directement un Eltec V3 avec une petite antenne en SMA que je vais pouvoir modifier pour peut-être mettre une antenne beaucoup plus conséquente. Donc ça peut être une grande antenne fouée comme celle que je vous avais présentée. Donc en fait ce powerbank, lui, en fait, il est tout le temps dans mon sac à dos et ça permet d'avoir une portée un peu plus intéressante tout en restant 100% discret. Et donc vous voyez que une fois déployé, on a quand même quelque chose d'assez performant. Donc là c'est une antenne qui fait VHF, donc 100 mégas à peu près, 136-174. UHF, 400-480 et 900 mégas. Et vu qu'on n'est pas loin du 900, ça fonctionne également en mèche-tastique. Donc voilà, ça c'est vraiment idéal puisqu'on a une antenne qui peut tout faire. Dans mon sac à dos, j'ai celle-là et elle peut faire autant du mèche que de la VHF marine ou du PMR 446. Ou alors je peux mettre une intermédiaire, les petites antennes mèche que vous connaissez, qui me permet de pouvoir faire une installation que je peux mettre par exemple sur un bureau, et comme ça je vais pouvoir déployer un node assez facilement. Et avec ça, je vais pouvoir avoir plusieurs jours d'autonomie sans aucun souci. Donc au niveau de quasiment tous nos nodes, on a vraiment voulu partir sur du Eltec V3 parce que c'est le moins cher du marché. Et malgré ça, ça reste quand même relativement fiable, même si c'est pas non plus autant qualitatif qu'un rack ou autre, mais ça reste totalement fonctionnel. Donc ça, c'est vraiment au niveau individuel, personnel, qu'on va balader sur nous et qui sera, on va dire, à faible portée et à faible puissance, puisque la puissance max, grosso modo, on va être autour des 500 milliwatts, ce qui est quand même déjà pas mal, mais on va pas non plus pouvoir porter sur très loin si on est en déplacement. Donc ça, c'est vraiment le niveau numéro 1, c'est vraiment de manière individuelle. Ensuite, ces petits appareils-là, il va falloir les connecter. Donc nous, au niveau du réseau, je vais d'abord vous montrer un petit peu le réseau, de quoi il est constitué, et après on verra un petit peu les nodes intermédiaires. Pourquoi je le fais dans ce sens-là? Pour que vous compreniez d'abord la logique du réseau mèche-tastique qu'il faut avoir derrière, pour comprendre l'utilité du deuxième type de node que je vous présenterai après, qui est vraiment le node intermédiaire. Donc, ou quoi qu'on on peut un peu le présenter vite fait, mais on va y revenir beaucoup plus en détail après. Donc le node intermédiaire, en gros, il va nous permettre, par exemple, moi en local, de pouvoir me connecter au niveau de mon domicile à des nodes qui sont beaucoup plus loin et qui eux auront une portée beaucoup plus conséquente. Donc l'idée c'est d'avoir différents niveaux. Donc le node intermédiaire, je vais l'appeler comme ça, le node local plutôt, ça va être un node fixe que je vais avoir chez moi, mais en extérieur, au niveau de mon balcon ou de ma fenêtre ou au niveau du toit de la maison. Et l'idée, c'est de pouvoir, à partir de cette antenne-là, de ce node-là, accrocher un node qui sera beaucoup plus loin et qui va nous permettre d'accéder à l'ensemble ou beaucoup plus de nodes et donc avoir une portée beaucoup plus intéressante. Donc au niveau de mon domicile, je fonctionne également sur un Eltec V3 que j'ai mis dans une petite boîte. Alors par exemple, vous pouvez faire ce genre d'installation, donc c'est une boîte de chicorée que j'ai un peu camouflée. J'ai mis un connecteur N dessus sur lequel je vais pouvoir mettre une grande antenne 800 mégas. Et à l'intérieur, je peux mettre mon petit dispositif, et après je vais y tirer un petit fil d'alimentation USB vers une source d'alimentation. Donc je vais pas tout démonter parce que sinon ça va me prendre 15 minutes juste pour vous montrer 2 secondes le node, mais voilà, en gros c'est une boîte que j'ai mis en extérieur avec une antenne un peu plus grande, et je l'alimente directement. Donc j'ai tiré un fil USB, donc un câble USB qui fait à peu près 3-4 mètres,
et qui va venir jusqu'à cette batterie. Donc c'est une petite batterie 12 volts, hein, avec des sorties en USB. Et pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement pour pouvoir gérer en permanence l'alimentation de mon node. Donc si jamais je veux le redémarrer, j'ai juste à faire tac tac, à le rebrancher. Ou si j'ai besoin de l'alimentation pour un autre appareil, ben j'ai juste à le débrancher et je vais pouvoir m'en servir. Donc le node il est là-bas, il est derrière, sur le balcon, et lui il va me permettre à la fois de couvrir tout, on va dire une partie de la ville, hein, du quartier dans lequel je suis, en local, mais vu qu'il a une puissance et une portée plus importante que mes petits nodes qu'il y a sur le bureau, bah tiens on voit les autres nodes arriver, et ben lui le node de la maison, il va me permettre tout simplement de pouvoir me connecter avec des tout petits appareils qui ont des petites antennes d'origine qui eux, tels quels, ne peuvent pas accrocher le relais qui est à 7-8 km de la maison, mais via le relais qui est juste sur le balcon, donc à 3 mètres de différence, et ben à partir de là, je vais pouvoir m'y connecter. Donc comprenez bien que des fois ça se joue à pas grand chose. Juste le fait d'installer un node un tout petit peu plus loin en extérieur, avec un dégagement plus intéressant et une plus grosse antenne, et ben ça sera vraiment le jour et la nuit en termes d'efficacité et de fiabilité. Donc à partir de là, hop, on voit que et ben là on reçoit des trames. Donc à côté de ça, moi j'ai mis mon scanner là en écoute sur le Meshtastic. Moi je fonctionne, j'ai voulu partir en longue phase parce que c'est l'idée du réseau, c'est aussi de pouvoir proposer à la population un réseau ouvert, public, gratuit et autonome. Et le mode par défaut que tout le monde utilise quasiment, c'est long fast en 800 mégas. Donc j'ai voulu vraiment rester sur le truc le plus standard. Et donc ensuite, avec mes collègues, on a réfléchi à quels seraient les points hauts les plus pertinents pour accueillir des nodes, on va dire, relais. Donc qui vont vraiment permettre d'avoir une portée beaucoup plus importante qu'un simple node posé sur un bureau ou au niveau d'un balcon. Donc le node de la maison, oui, j'ai failli oublier. Alors c'est pas nécessaire, mais moi j'ai préféré vraiment lui dédier un smartphone qui permet déjà de pouvoir monitorer en temps réel ce qui se passe sur le réseau, pouvoir peut-être reparamétrer en cas de besoin le node, que ce soit en termes de puissance, de nom, etc. Mais ça va également me permettre de faire la jonction entre le réseau Meshtastic qui est purement radio et le réseau Meshtastic, le serveur internet, qui passera par le mode que l'on appellera MQTT. Si vous voyez MQTT dans les réglages, c'est... Donc en gros, le MQTT, ça permettra de faire passer les communications radio Meshtastic via l'intermédiaire du serveur internet Meshtastic afin de pouvoir peut-être connecter des appareils qui ne peuvent pas se capter directement via radio, ou de pouvoir pallier à peut-être des erreurs de transmission en local. Si ça n'arrive pas à le faire en direct, ça passera par le MQTT ou l'inverse, je sais plus. D'ailleurs ils ont fait des mises à jour donc ça a un peu changé, mais voilà, en gros MQTT ça passe également par internet. Pourquoi j'ai voulu faire ça? C'est pas parce que j'aime forcément que ça passe par internet, et puis je suis pas trop fan de ça, mais l'idée c'était quand même de pouvoir proposer aux gens au niveau local la possibilité de pouvoir passer au moins au niveau de l'entrée des paquets, que les paquets puissent au moins rentrer dans le serveur MQTT et puissent par exemple être affichés sur une carte comme ici, et ça permet d'avoir beaucoup plus de visibilité et de fonctionnalité. Et je vous montrerai que je ne l'ai pas programmé sur tous les canaux parce que sinon ça peut vite devenir le bordel et ça sature le réseau, et là vous allez perdre, vous allez vraiment ça va être contre-productif. Donc voilà, ce téléphone il me permet de monitorer, de paramétrer, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau de la carte pour que vous ayez vraiment une idée un peu plus globale de comment ça fonctionne. Donc le premier node que je suis venu installer, alors là je sais pas si on va le voir ici, parce que j'ai l'impression qu'il s'est barré, je sais pas pourquoi. Bon, pour l'instant je vais rester ici. Donc là on voit le node de la maison, c'est 3408, hein, donc je suis connecté directement dessus. Ensuite, donc à chaque fois, moi tous les nodes du réseau s'appellent FCF34, suivi d'un logo, suivi du lieu à peu près approximatif dans lequel où ils sont, et on peut mettre également d'autres infos. Alors mes nodes personnels, hein, ils commencent par 34, Y pourquoi? Parce que je m'appelle Yvan, et à chaque fois pour chaque node, c'est A, B, C, D, E, F, G, H, etc. Donc voilà, ça permet de simplifier, de ne pas confondre les nodes
utilisateurs des nodes qui vont vraiment servir de relais. Donc là, on voit qu'il y a plein d'autres nodes qui sont connectés sur le réseau et qui ne font pas, c'est pas mes nodes, c'est pas mes collègues, c'est des gens qui utilisent également le mesh tastic. Donc voilà, le principal, le central au niveau du réseau du département, c'est Vias ZA. Vias ZA, vous voyez, il est là. Et je sais pas pourquoi, ça me l'affiche plus sur la carte directement. Voilà, il est entre Vias et Portirail. Donc lui, il est sur un point haut, donc c'est le terrain de la famille, pareil, en mode autonome, sur batterie et panneau solaire. Pareil, c'est la même antenne que j'ai, je vais vous la montrer juste après, c'est la même antenne qu'il y aura sur quasiment tous les nodes en fait fonctionnent avec les mêmes installations, donc je vais vous montrer ça. Donc lui en gros, ZA3404, il va permettre de faire transiter aussi bien vers le nord du département que vers le sud-ouest et un peu vers le sud-est. En gros, c'est par lui que toutes les communications, quelle que soit la direction par laquelle arrivent les communications, c'est lui qui va redispatcher tout ça. C'est pour ça que dans le nom, je l'ai appelé Tower. Tower, c'est vraiment le node central. Donc si on devrait l'afficher sur la carte meshmap.net, il est à peu près... Béziers, il est à peu près ici en fait. Lui, je sais pas pourquoi Vias il s'est décalé, mais normalement, ouais, il est à peu près ici, à peu près dans cette zone, un peu avant Portirail. C'est pour ça que j'ai voulu mettre les deux appareils, au moins on peut jongler de l'un à l'autre pour afficher tous les nodes. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous dire, ne vous fiez pas aux maps internet pour savoir s'il y a des nodes ou pas dans votre secteur. Si les nodes ne sont pas réglés en MQTT, ils ne seront pas affichés. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, ça veut juste dire que les paquets ne passent pas par le MQTT, c'est tout. Donc, ensuite, à partir de ZA, alors on va dire que c'est lui, on s'en fout, c'est pareil, c'est la même position, eh bien... ZA va passer par celui qui est à peu près vers un peu avant Vias et va renvoyer vers Cap d'Agde. Cap d'Agde, 34... non, ça c'est... Il y est pas. Il n'est pas affiché, c'est ça le problème, vous voyez. C'est que là, donc si on part sur l'autre carte, donc 3411, donc hop, ici, 3411, lui c'est mon collègue qui le gère. Pareil, c'est un node autonome et lui, il va permettre de faire une autre entrée MQTT. En fait, là, pour l'instant, sur notre réseau, on a deux entrées MQTT différentes. Si jamais il y en a une qui lâche, il y en a une deuxième. On va en rajouter une troisième. Là, justement, il faut que je le fasse dans les prochains jours. Et donc, à partir de 3411, en fait, ça nous permet, au niveau local, donc à peu près ici, on a le réseau marche très bien, mais en dehors de ce secteur, il faut d'autres nodes pour aller plus loin. Donc à partir de 3411, vous voyez que, alors là ça met le truc en plein milieu, mais vous voyez que ça tape très loin. En fait 3411, lui, nous permet de taper plutôt vers le Gard. Tout ce qui est Montpellier, Nîmes, Alès, voire même un peu plus loin, on peut arriver jusqu'à là-bas. Par moment, on arrive jusqu'à Marseille, Toulon et autres, selon la propagation. Mais on va dire que quasiment en permanence, 3411, lui, nous permet d'avoir plutôt une ouverture vers le nord, vers l'est, nord-est. Vous voyez qu'en fait chaque node a un peu son rôle à jouer par rapport à la géographie et les besoins du secteur. Et ZA, lui, va donc plutôt taper un peu tous les nodes du département, 34, mais il va pouvoir aussi surtout couvrir la zone Perpignan-Pyrénées. Et dans les Pyrénées, on a aussi un node qui est présent, je crois que ça doit être un node espagnol, donc on va l'afficher ici. Qui doit être vers... vous voyez qu'on a même eu des Barcelone, etc. Carcassonne, donc ça doit être ici. En tout cas, je sais qu'il y a un node dans les Pyrénées qui nous permet, via ZA, de pouvoir taper jusqu'en Espagne. Donc en fait, il y en a un qui est dans les Pyrénées au niveau de la frontière et qui permet de faire la jonction entre les deux. Donc voilà, au niveau des nodes que je vais appeler relais, dites-vous que ça va être une autre approche. L'idée du node relais, ça va être de surtout... En fait, souvent les gens pensent que c'est la puissance qui va vraiment faire la portée. Et bien je vais vous dire que pas forcément. On va voir après les paramétrages. Mais par exemple, pour rester sur l'exemple, alors là on voit pas, et mine de rien, c'est l'un des secteurs où il y a le plus de nodes. Regardez, département 34, on a plus de 20 nodes, là où d'autres secteurs en ont que 10. Donc vraiment, c'est en train de bien se développer. Donc tac tac tac. Donc ici 3405. Je
sais pas si on peut afficher plus d'infos, voilà. Donc là, on voit sa position, c'est pas la position exacte, hein. Alors, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Tac, donc sur le site fcfgroup.fr/fcf34, vous avez les différents nodes, la présentation du relais. Bah voilà, bah nickel, j'avais oublié qu'il y avait aussi les autres. Ici, vous avez le lien si vous voulez soutenir le projet Meshtastic Occitanie. Et donc ici, vous allez avoir la photo des différents nodes. Donc 3402, alors je crois qu'il a été, je crois que je l'ai, non si c'est toujours le même. 3402, bon on l'a vu tout à l'heure. Hein. 3402, ah ben il y est pas là. Il y est pas, mais il y est sur la map. Vous voyez, c'est pour ça, des fois, il faut jongler un peu entre les deux. Hop, voilà, il est là, 3402. Et pareil, j'ai mis l'installation. Bah voilà, là on voit que c'est un Telora V2 sur... Tac, non, c'est pas ça. Donc panneau solaire, batterie 12 volts et une antenne. De base, c'est fait pour le GSM, mais c'est du 800 mégas, donc ça fonctionne nickel. Et donc lui, Vias nous permet surtout de faire la jonction en fait entre ZA et Cap d'Agde en fait, et de couvrir toute la zone Vias Agde en fait. Donc on va dire que c'est un node relais, mais qui est pas qui est plus un relais local qu'un relais plus important en fait. Il permet vraiment de couvrir sur 7-8 km grand maximum. Là où ZA peut aller beaucoup plus loin sur 50-100 km sans aucun souci. Donc on va revenir un petit peu aux photos des nodes. Donc voilà, par exemple, ça c'est ZA. Oui, ça c'est ZA, mais je crois que maintenant c'est plus 34. Si, c'est toujours 3404. Oui, c'est celui-là. Donc ZA, c'est lui. Donc lui, il est sur un terrain privé, hein, c'est le terrain de la famille, planqué dans un arbre, et je vais vous montrer ce que c'est en termes d'installation. Donc petit panneau solaire 5 watts, si je me trompe pas. Là, on voit bien l'antenne 800 mégas. Je vous mettrai le lien de tout le matériel. Et pensez vraiment pas, c'est super important, soutenez mon travail, que ce soit sur le Tipeee, le Patreon ou les liens d'affiliation. C'est comme ça que je peux continuer de vous faire des vidéos, et vous pouvez directement soutenir donc le projet Meshtastic Occitanie sur le FCF34. Voilà, tout simplement. De toute façon, je vous mettrai tous les liens. Donc vous voyez qu'à chaque fois, c'est les mêmes appareils que j'utilise. C'est vraiment les moins chers que j'ai pu trouver, et j'ai réussi à... Voilà, ça fait 1 an que je m'en sers, et aujourd'hui, je vais vous faire vraiment un retour d'expérience. Voilà, vous voyez que c'est la même antenne. À savoir que sur Montagnac, j'ai rajouté un deuxième panneau. Alors là, c'est pareil, hein. C'est sur le terrain de gens que je connais, qui ont des exploitations pas loin. Voilà, je leur ai demandé, je les connais très bien, ça fait des années que je les connais. Ils ont un terrain pile sur un point haut, donc voilà, je me suis arrangé avec eux, et faites toujours ça, c'est super important. L'avantage de ces kits, donc là c'est pareil, hein, ça c'est Cap d'Agde, c'est le jour où on l'a fabriqué avec mon collègue Kylian, là, avec sa gueule. Voilà, donc on voit un peu le système. Et donc, c'est quoi l'appareil que j'utilise? Voilà, bah là on le voit en version rack, hein, mais moi à la place de la platine rack, j'ai du LTEC V3, voilà. Mais sinon, en gros, ça ressemble à ça, hein. C'est un boîtier totalement étanche, dans lequel normalement on met des 18650. Nous on a mis des grosses batteries, donc c'est du 3,7 volts, hein, en 10 ampères heure. Ça permet de vraiment gagner en autonomie. Et alors là, il y a une version avec 2 antennes. Moi, c'est celle avec une seule antenne. Tac, tac, tac. Alors, où est-ce qu'on peut... Ah bah là, voilà. Par exemple, il y a la version LTEC V4. Bon, c'est la même, hein. C'est le même boîtier, sinon. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et donc, à l'intérieur, on a tout qui est déjà préinstallé. On a juste à mettre une batterie. Le firmware est déjà flashé. Et on a juste à l'installer. L'avantage, c'est que, hop, si on revient sur l'autre page... Vous voyez qu'en fait c'est un système de fixation. Ça c'est génial parce que ça permet de le fixer super facilement, et ça fait une sorte de manivelle en fait. Et c'est en ferraille, hein, ça tient super bien. Et après vous avez un pas de vis 1K, hein. Là on voit la fixation, et vous pouvez régler précisément l'inclinaison. À savoir que moi sur Montagnac j'ai rajouté un deuxième panneau de 10 watts à peu près, ce qui me permet vraiment d'avoir une super autonomie. Voilà. Donc après le LTEC V3, à savoir qu'il consomme quand même pas mal. Moi, j'avais tout pris en LTEC V3 parce que c'était le moins cher, mais je me suis rendu compte que des fois, il vaut mieux investir un peu plus cher, mais avoir des appareils qui sont beaucoup moins gourmands, et qui vous permettent derrière de pouvoir monter, d'avoir un peu plus de puissance au niveau de votre émetteur. Parce que à savoir que
en 800 mégas, enfin en 860, on peut aller jusqu'à 0,5 watts. Sauf que moi, je les règle bien en dessous de ça pour justement avoir quelque chose de totalement autonome. Et ça, c'est vraiment là-dessus que j'ai bataillé pendant quasiment un an, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est comment arriver à optimiser vos nodes autonomes. Parce que là, on en a 1, 2, 3, 4 à peu près, hein. On en a que 4, mais c'est amplement suffisant pour couvrir le département. Et donc, en fait, comment dire, les facteurs sur lesquels il faut jouer, ça va être l'antenne déjà. L'antenne va vous permettre de grandement gagner en portée. Pour rester sur l'exemple de Cap d'Agde, de 3411. 3411 de base, j'avais mis une antenne comme ça. Voilà, on avait laissé l'antenne d'origine parce que voilà, on n'avait que ça sous la main. On s'était dit ça sera amplement suffisant. Alors ça fonctionnait, mais à un moment donné, on a fait le test, on a changé l'antenne contre une antenne plus grande, hein, comme ça, comme celle-là. Voilà, comme les grandes antennes, elles font à peu près 45-50 cm de haut. Et là, d'un seul coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a capté 20 nodes en plus, parce que ça nous a permis, grâce au gain de l'antenne, de pouvoir taper sur toute cette zone. Et regardez-moi tout ça, hein. Et d'un seul coup, on a vu tous les nodes s'afficher, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et en fait, on a refait le test, on a remis l'autre antenne, ça ne marchait plus, on a remis une plus grande antenne, ça fonctionnait vraiment très bien. Donc vraiment, comprenez que l'antenne, c'est vraiment l'élément principal qui va vraiment tout changer au niveau de la portée radio. Et aussi, bien sûr, le positionnement. Vous voyez, un node dans un arbre, avec aucun objet autour qui gêne, eh ben là, vous avez une portée optimale. Et donc voilà, l'antenne, c'est vraiment l'élément principal qui va vous permettre de gagner en efficacité. Ce qui vous permet aussi derrière de baisser la puissance. En fait, pour une puissance équivalente rayonnée, eh ben, avec une antenne comme ça, vous allez mettre 3 fois moins de puissance au niveau de l'émetteur. Puisque là, il va y avoir vraiment un effet d'amplification. Les décibels, je vais vous montrer vite fait, hein, je vous mettrai tous les liens vers des bonnes antennes. Vous voyez là par exemple, on a 12 alors dB, il faut enlever 2,15. En vrai, on a 10 décibels. 10 décibels d'amplification sur cette antenne. 10 décibels, pour vous le convertir de manière simple, ça fait du fois 100. C'est-à-dire que vous balancez 10 milliwatts, vous avez 100 milliwatts. Si vous balancez 100 milliwatts, vous avez 1 watt. Et c'est pareil dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'un signal quasiment inexistant en réception, ah bah là, il est amplifié par 10. Donc vous le recevez très bien, juste en changeant l'antenne. Donc généralement, sur nos nodes autonomes, là j'ai pas toutes les configurations en tête, mais donc pour régler la puissance, vous allez dans, je crois que c'est juste dans LoRa en fait, hein, dans les réglages, LoRa, et là vous allez avoir ici la puissance en décibels. Alors à savoir que de tête, hein, 21 ou 22 décibels, faudrait rechercher sur la fiche technique, ça équivaut à peu près à 100 milliwatts. Je crois que 21 c'est 100 milliwatts et 22 c'est 150 milliwatts. Vous voyez qu'en fait plus vous allez monter, plus ça va la différence, l'écart entre chaque valeur que vous allez régler ici sera importante. 21 décibels, 100 milliwatts, 22 décibels, 150 à peu près. Moi là, vu que c'est en fixe et que j'ai une grosse batterie derrière, bah, je l'ai mis à fond en 27, donc là 27 c'est 0,5 watts. Mais à savoir que sur mes nodes autonomes, mes nodes relais, je suis à peu près entre 20 et 22. Voilà, c'est pas énorme, hein, mais derrière, j'ai une antenne qui fait à peu près 10 dB. Je m'en fous. J'ai 100 milliwatts, bah ça fait 1 watt de rayonnement. À peu près, je suis un peu en dessous, je crois. Donc en fait, ça va être tout un jeu. Après, ça sera à vous de le tester. Moi, je peux pas le faire à votre place. Selon l'exposition, la région, il n'y a pas le même soleil. Enfin, il va falloir vraiment trouver un compromis, un équilibre. En fait, c'est là où tout va se jouer, un équilibre entre la puissance de vos panneaux, la consommation de votre node en veille. Ça, c'est vraiment, il va falloir faire la différence entre le node en veille et le node en émission. Donc la puissance du panneau, donc l'alimentation, la puissance de l'alimentation, la puissance de l'émetteur, ou plutôt sa consommation sur une journée, sur 24 heures, parce qu'il faut aussi penser que la nuit, bah, le node il continue de fonctionner, et généralement le trafic il est encore plus présent la nuit que le jour, parce que c'est là où tout le monde se met sur ses appareils.
Et c'est là où on n'a pas le soleil. Donc il faut que le node puisse tenir au moins 24 heures. Enfin, il ne faut pas qu'il puisse tenir que 24 heures, mais au minima 24 heures. Et ensuite, pour arriver à cet équilibre, il faut surtout jouer sur la puissance. C'est que si vous n'avez pas une grosse puissance d'alimentation, bah, il va falloir baisser la puissance d'émission de votre émetteur et compenser avec une bonne antenne et avec un bon dégagement, une bonne exposition au niveau du node. Et c'est là où ça a été vraiment compliqué pour moi parce que pendant des mois et des mois et des mois, j'ai galéré, les nodes ils tombaient en panne. Bref, c'était une vraie catastrophe. Donc aujourd'hui, par exemple, en restant vraiment sur Montagnac, on va le voir juste après, on va se mettre dessus. Sur le node de Montagnac, je me suis mis sur à peu près 100 milliwatts avec la grosse antenne derrière et 2 panneaux. Donc en tout, j'ai une quinzaine de watts, je pense, d'alimentation. Je vais vous trouver le modèle du panneau. Alors encore une fois, moi je suis parti sur le truc le moins cher, donc c'est celui-là, 17 euros. On peut le trouver à plus ou moins cher, avec une sortie en USB-C. À savoir que sur les boîtiers, là vous avez un capuchon, et dans le capuchon, vous avez une autre entrée d'alimentation. Donc il est alimenté à la fois par le panneau, et vous pouvez mettre une deuxième entrée. Alors que ce soit sur ce modèle-là ou les autres, hein, je sais plus où il est l'autre. Voilà, là vous avez toujours ce capuchon. Et donc ça permet de doubler au moins, voire enfin même plus si vous avez un gros panneau, vous rajoutez. Et ça permet aussi d'avoir de la redondance. Si jamais le panneau principal lâche, vous avez le deuxième qui prend le relais. Si le deuxième lâche, vous avez le principal qui prend le relais. Donc l'astuce, ce que je vais vous dire à chaque fois au niveau des systèmes autonomes, c'est d'avoir toujours beaucoup plus de puissance d'alimentation que de stockage et de consommation. Au moins vous êtes sûr que même dans des périodes où pendant 2-3 semaines il n'y aura pas de soleil, votre node pourra continuer de fonctionner. Même en version même en mode économie, hein. Hop, vous voyez, hop, tiens, voilà, on voit les notes, on voit les trains passer en direct. Génial, voilà, on a vraiment un exemple en direct. Voilà, donc c'est vraiment là-dessus que ça va se jouer. Ça, c'est les premiers trucs qui vont faire que votre node, il va planter ou pas les premiers jours où il va pas faire beau. Vu que dans mon département, à 360 degrés quasiment dans toutes les directions, on n'a rien qui bloque. Donc, moi je suis plutôt adepte des antennes omnidirectionnelles, c'est-à-dire une verticale toute simple. Au moins vous rayonnez à 360 degrés, vous perdez un peu en puissance, alors je sais plus où elle est l'autre. C'est pas celle-là que j'utilise, mais c'en est une à peu près équivalente, on va dire, en termes d'efficacité. Mais si vous êtes dans une zone encaissée, dans laquelle vous n'avez pas la nécessité de rayonner à 360 degrés, je vous recommande de partir sur des antennes directives. Ça, c'est une antenne que j'ai fabriquée, je vous ai fait un tuto pour les gens qui sont sur le Patreon. Ça m'a coûté que dalle, hein, juste le fil, et après ça c'est un bout de cintre en plastique qui me sert de support, et des bouts de cintre que j'ai coupés à la pince. Hein. Et avec ça, je me suis fait une antenne directive 800 mégas. Donc voilà, si vous avez besoin d'optimiser uniquement dans certaines directions, vaut mieux des fois partir sur une directive et bien diriger l'antenne. Donc là voilà, on est de retour sur le téléphone du node de la maison, et on va voir un petit peu tout ce qui se passe. Donc là on voit que Montagnac, alors c'est bizarre, il me dit aucun signal, aucun. D'accord, bon, on voit qu'il y a eu 34 minutes, il est passé. On va faire un petit test, on va cliquer dessus, on va faire un petit trace-route pour déjà voir si on le capte, et puis après on va voir un petit peu comment tester la fiabilité d'une liaison. Donc les trace-routes, hein, c'est juste, on va lui envoyer une demande, est-ce que tu es là? Et lui va nous dire, oui, je suis là, je te reçois. Et ça va nous permettre de savoir si tout est OK. C'est une sorte de test, on va dire, automatique. Alors le problème qui va se présenter, vous voyez là, je pense que c'est ma problématique, c'est que avec le node de mon balcon, j'ai envoyé une demande vers le node de Montagnac. Le problème du mesh, c'est que tous les appareils vont par défaut répéter le message. Et il suffit que Montagnac réponde en même temps que lorsqu'un de mes appareils retransmet en mode relais la trame, et ça marche pas. Vous voyez là, on va tester, depuis tout à l'heure je fais des traces routes. Montagnac il me répond pas, c'est pas parce que je le capte pas, c'est à mon avis, c'est juste parce que tous mes autres nodes sont allumés, et donc ils répètent en même temps et ça brouille. Donc là je vais éteindre mes deux nodes, et on va retester. Et je pense que ça doit être ça. Non, enfin, de logique, connaissant la bestiole. Hop, on fait un trace route. On voit que ça a été envoyé. On va attendre quelques secondes.
Alors c'est pas systématique, mais ça c'est un problème que j'ai pu remarquer, donc soyez vigilants là-dessus. Si vous avez trop de nodes dans un espace trop restreint qui fonctionne en même temps, ça risque de poser quelques problèmes. Allez, on va relancer un petit trace-route. Ça m'étonne que ça veuille pas le prendre. Après le problème, vous voyez, là on n'entend plus, mais j'ai beaucoup de bruit de fond sur la bande 800 mégas, vu qu'il y a les antennes téléphoniques et tout. Ça a tendance à foutre le bordel. Alors, je vais laisser le son et puis on va relancer un trace-route. Bon, c'est toujours comme ça, hein, c'est lorsqu'on veut tester un truc que ça marche pas. On va regarder un petit peu les autres réglages rapidement. Là, vous voyez qu'on peut afficher. Alors ça, c'est pas ça que je voulais, c'est les métriques alimentation et métriques de l'appareil. Ça va être important parce que ça va nous permettre de pouvoir estimer, de pouvoir visualiser sur un temps donné, donc ça peut être 1 heure, 24 heures, 1 semaine, 2 semaines, la moyenne au niveau, vous voyez par exemple du voltage des appareils, puisque en fait chaque appareil va transmettre régulièrement. Donc ça c'est pareil, les délais ça va être super important à régler pour pas perdre de l'énergie pour rien. On va pouvoir comme ça visualiser et voir si sur 1 semaine, eh bien la batterie tient ou pas. Ok. Donc là, on voit que le node fonctionne très bien, tout est stable, ça reste dans le vert, on est toujours à peu près autour des 90%. Vous voyez que là, autour 94, on est vraiment nickel. Sur 2 semaines, sur 1 mois, on voit que c'est pareil, il y a eu une chute, un petit peu, tout, et là on peut vraiment tout afficher. Donc ça c'est important pour que vous puissiez avoir une idée de quand ça déconne et pourquoi. Et ensuite, métrique de l'appareil, ensuite on a métrique de l'environnement, qualité de signal. Voilà. Et là on va pouvoir pareil, voir sur 24 heures, oui c'est que je l'ai redémarré, je pense que c'est pour ça que ça n'a pas tout bien gardé. Ce qui est bizarre, vous voyez, c'est que 23, 22, signal aucun, signal mauvais. En tout cas, on le capte. Même s'il marque signal aucun, généralement, c'est que ça passe. Sinon, il ne marquerait rien du tout. Mais là, c'est pareil, ça nous permet d'estimer, en gros, si durant un temps donné, tout fonctionne correctement ou pas au niveau de notre node. Et ça vous permet de voir, pareil, encore une fois, d'où pourraient venir des chutes, des pertes de performance en termes de portée radio. Si vous voyez que c'est toujours la nuit que le signal chute, ça veut peut-être dire que vous êtes vraiment à la limite de la portée, et que c'est vraiment la propagation de la journée, le soleil qui fait que ça marche bien, et la nuit, pam, ça se casse la gueule, et donc essayez plutôt par exemple d'optimiser, que ce soit au niveau de la puissance ou au niveau de l'antenne. Donc voilà, vraiment ça ces paramètres c'est essentiel pour pouvoir monitorer ces installations et savoir si tout est ok ou pas. Et pour en finir au niveau de la puissance, donc la puissance vraiment pensez à bien la calibrer et faites différents tests, allez-y petit à petit, niveau par niveau, vous partez quasiment du plus faible jusqu'au plus élevé, et vous voyez sur 2, 3 jours, 1 semaine, prenez le temps, si ça tient ou pas. Et dès que vous avez une bonne valeur, vous y touchez plus. Et vous voyez que ça tourne bien, qu'il n'y a pas de plantage même dès qu'il fait mauvais. Là, vous savez que vous avez une installation fiable. Alors au niveau des puissances, selon, encore une fois, le type d'appareil, ça va être à adapter. Moi, l'installation de la maison, vu qu'elle est sur une grosse batterie qui elle-même est sur le secteur, je mets la puissance maximale. Pour des petits appareils comme ça en portable, si je veux gagner en performance, je le mets à fond, sinon je le mets au minimum, entre 15 et 20, et ça me permet de pouvoir quand même communiquer si j'ai des notes pas loin, ou comme là si je suis à la maison, j'ai pas besoin de mettre 0,5 watts, ça n'a aucun intérêt. Je vaut mieux se mettre sur des puissances toutes petites, et ça permet de gagner en batterie. Et les nodes, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, à adapter, avec toujours cet équilibre entre le stockage, l'alimentation et la consommation. Donc pour petit rappel, donc LTEC V3, batterie 10 Ah, j'ai à peu près 15 watts. Ouais, c'est ça, parce que le panneau externe, il est de 10 watts. Le panneau d'origine, il est de, donc lui, 4 watts. Donc en tout, j'ai 10 watts. Avec 10 watts de puissance, à peu près, un peu moins, on va dire 9 watts, voilà, 9 watts réels de puissance, en 5 volts. Batterie 10 Ah,
je suis sur une puissance d'émission de 100 milliwatts, ce qui me permet déjà de faire des belles choses, hein. Puisque pour vous donner une idée, hein, de Montagnac à ZA, il y a à peu près 15 km. De ZA jusque... alors attendez, on va repartir sur l'autre. Tac. Donc, de ZA qui est à peu près ici jusqu'au Cap d'Agde, on a les combien Merde, ça s'est barré. Moi, je dirais une dizaine de kilomètres. À savoir qu'ils sont tous calibrés à peu près sur les mêmes puissances, hein, avec les mêmes antennes et les mêmes boîtiers. Et du Cap d'Agde jusqu'à l'Est, il y a 120 km à peu près, hein, et à peu près pareil, au niveau de l'Espagne, il y a plus de 100 bornes, et on fait ça avec 100 milliwatts, hein. Parce que on est sur du LTEC V3 qui consomme beaucoup. Si vous mettez du rack ou quoi, ça consomme que dalle. Là, vous pouvez vous permettre de monter en puissance puisque bah, vous allez pouvoir compenser de l'autre côté. Ensuite, d'autres réglages hyper importants. Ça va être tous les combien de temps votre node va répéter son message. Ça va être super essentiel. Et beaucoup le négligent. Et c'est ça qui va faire soit saturer votre réseau, planter prématurément les nodes, je veux dire même au niveau de leur batterie, et qui va faire que votre réseau va pas être très stable. L'idée, nous, c'est pas forcément d'avoir un réseau hyper puissant, c'est d'avoir un réseau qui tient même dans des situations critiques. C'est surtout ça le but. Donc ça va surtout se jouer. Alors je crois que c'est pas au niveau LoRa, c'est plus dans les réglages LoRa, c'est dans appareil. Vous allez dans appareil, là, intervalle de diffusion des infos du nœud, 3 heures. Donc moi, toutes les 3 heures, le node de la maison balance une trame qui dit c'est moi qui m'appelle nanani nanana, son identifiant. Ensuite, vous avez le positionnement. Positionnement, pareil, intervalle de diffusion, 4 heures. Moi, je vous recommande de le mettre entre 3 et 5-6 heures même. Pour les petits nodes portables, ouais, là, vous pouvez vous permettre de mettre des délais beaucoup plus courts. Genre pour le positionnement, 15, 20, 30 minutes, c'est bien, ça va, c'est normal. Toutes les 30 minutes, on se déplace, on est en voiture, à pied, ok, pas de souci. Mais pour des nodes qui sont fixes, qui sont toute l'année au même endroit, qui servent toujours à la même chose, vous emmerdez pas à balancer toutes les heures les trames, ça sert à rien. Moi, je les mets entre 4 et 6 heures. Et c'est vraiment là-dessus que ça va jouer au niveau de l'autonomie. Donc vous avez j'avais dit appareil, position et alimentation. Alimentation, c'est pareil. Ou non, c'est peut-être pas dans l'alimentation. C'était dans... Non, bah c'est les seuls sur lesquels on peut régler des délais, ou alors il y a peut-être encore une mise à jour sur l'application. C'est assez fréquent en ce moment. En tout cas, voilà, ça c'est des réglages qui ont l'air tout simples et que généralement on a tendance à zapper, ou alors on se dit bah plus je vais bombarder le réseau et mieux ce sera, parce que bah tout le monde va voir que je suis là. Oui mais non. Si c'est le node de votre maison ou le node relais, mettez au moins toutes les 6 heures, au moins régulièrement, on sait que vous êtes là, mais de toute façon, vu que c'est un node relais, eh ben, toutes les communications vont passer dessus, et donc, en permanence, on va voir qu'il s'active, en fait. Donc, il n'y a aucun intérêt à balancer, en plus de ça, des trames qui vont juste dire « je suis là ». Donc, ça va faire en sorte que ça va désengorger le réseau, et ça va faire que votre appareil ne va pas transmettre trop régulièrement. Parce que il faut bien comprendre que le mesh tastic, tous les nodes répètent les messages de tout le monde, jusqu'à 7 répétitions. Enfin, c'est-à-dire qu'on va répéter jusqu'à 7 nodes d'intervalle. Voilà, jusqu'à 7 nodes vont pouvoir se répéter mutuellement les uns après les autres à la queue leu, on va dire. Imaginons, tous les nodes répètent toutes les heures, que ce soit leur positionnement ou tout ce qui est télémétrie et identification de l'appareil, je suis FCF34 PESNAS, machin, une fois toutes les heures. Si vous avez 6 nodes, ça fait que chaque node va répéter, comment dire, c'est que chaque node, toutes les heures, va déjà transmettre, en plus de son positionnement, enfin donc ça fait 2 trames chacun, par heure, donc chacun va répéter la transmission de l'autre, donc déjà ça passe de 2 à 4, mais si on a un deuxième, ça va de 4 à 8, et de 8 à 16, etc., etc. Donc en fait, vous allez démultiplier le nombre de paquets qui vont passer, mais qui servent à rien, parce que en soi, savoir la télémétrie ou le nom de l'appareil, on s'en fout, quoi. Une fois qu'il a été reçu une seule fois dans l'appareil, de toute façon il est dans la base de données, il est affichable sur la carte, et vous savez où il est et à quoi il sert. Donc voilà, vous embêtez pas avec ça.
Mettez vraiment au minimum, c'est-à-dire toutes les 4-6 heures, c'est très bien, et ça permet de rendre le réseau beaucoup plus clean, qu'il n'y ait pas des paquets qui servent à rien qui transitent, mais que les nodes plutôt gardent leur énergie pour répéter des messages importants, des messages texte, du positionnement de tracker, de la télémétrie de trucs importants, bref, voilà, ça permet vraiment de garder l'énergie pour des messages importants et non pas pour juste répéter du positionnement ou de l'identification. Et ça, je peux vous garantir que c'est tout ce qui va faire la différence. Nous, au début, on avait mis tout à 1 heure ou 2 heures, et à chaque fois, les nodes, ils plantaient. Parce que nous, après, on est sur des trucs qui consomment beaucoup, mais ça nous permettait justement de voir rapidement les limites, et en augmentant le temps entre chaque répétition, et ben franchement, je peux vous garantir que même les batteries, elles sont quasiment toujours au-dessus de 90%. Et ça, c'est vraiment super important parce que les 90% qui restent, en situation dégradée, on sait qu'on pourra s'en servir pour communiquer. Et ensuite, un autre réglage hyper important que j'ai découvert il y a pas longtemps et qui vraiment a tout changé au niveau de l'autonomie de mes nodes, c'est tout simplement le Bluetooth. Alors déjà, l'économie d'énergie, vous allez dans alimentation. Si c'est un node qui est en extérieur, je vous recommande d'activer l'économie d'énergie. Et ça va être déjà ces premiers réglages-là. Donc là, ça, c'est lié au Bluetooth. Ils le disent pas, mais c'est pas écrit. Donc arrêt en cas de perte d'alimentation. Alors, ils le disent bien, ça c'est à activer l'économie d'énergie uniquement si c'est un node en extérieur, qui va rester longtemps et sur lequel on va pas connecter d'appareil en Bluetooth ou très peu juste pour la maintenance. Donc, si je me trompe pas, parce que ça c'est pareil même dans toutes les explications meshtastiques, c'est expliqué avec le cul, on comprend rien. Arrêt en cas de perte d'alimentation, donc ce qu'ils appellent alimentation, c'est une alimentation extérieure, genre un panneau solaire, une alimentation de secteur, c'est pas la batterie interne, c'est pas dès que la batterie elle lâche que, de toute façon la batterie si elle lâche, si elle coupe, il y a plus rien qui fonctionne, donc ça sert à rien. Donc arrêt en cas de perte d'alimentation, c'est si jamais ce n'est plus alimenté par une alimentation externe. Moi ça c'est peut-être pas celui-là. Si, pardon, c'est bien celui-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque... mais je sais même pas si je l'active sur les autres. Voilà, non, celui-là, je vous avoue, je suis pas sûr, j'ai un doute. En tout cas, ceux-là, c'est sûr que je les modifie, et ceux-là, ils ont un vrai impact sur l'autonomie. Mais vraiment, c'est impressionnant. Durée d'attente maximale du Bluetooth. C'est-à-dire que lorsque le node est allumé, au bout de combien de temps, le Bluetooth qui sert au node à se connecter, par exemple à un téléphone portable, se coupe. Si jamais ça n'est pas utilisé. Donc si vous paramétrez, vous faites des trucs, ça restera allumé. Mais si le Bluetooth ne fonctionne plus, au bout de combien de temps il se coupe? Ça c'est super important. Si c'est un node sur un point haut, on s'en fout. On s'en sert jamais du Bluetooth puisque le node il est dans un arbre. Donc vous le réglez par exemple à 1 minute, ok? C'est-à-dire que si au bout d'1 minute d'inactivité, il n'y a rien, le Bluetooth il s'éteint. Mais il va pas s'éteindre définitivement. Il va passer en sommeil extra profond. C'est-à-dire qu'il va juste pas se réactiver pendant X temps. Et c'est justement ça qui va permettre de grandement économiser de la batterie. Donc durée de sommeil extra profond, c'est quoi? C'est pendant combien de temps le Bluetooth... Donc le Bluetooth c'est de l'émission-réception. Il va dire attention je suis là, est-ce que quelqu'un a besoin de se connecter à moi? Donc le node. Et le téléphone, lui, il va dire oui, moi. C'est moi qui suis connecté à toi, moi je veux me connecter. S'il n'y en a pas, il va pas se connecter. Donc, durée de sommeil extra profond, moi je le mets entre 15 et 30 minutes, même 1 heure, vous vous en foutez. Et si je le mets sur 30 minutes, par exemple, ça veut dire que, mon node, qui sera dans un arbre, sur un point haut, n'importe où, en haut d'un pylône, toutes les 30 minutes, il va s'allumer pendant 1 minute, et voir s'il y a quelqu'un qui veut se connecter à lui. S'il n'y a rien qui se passe, il va repasser en 30 minutes de sommeil. Donc pendant 30 minutes, le Bluetooth ne transmettra rien du tout et n'écoutera rien du tout. Et ça, c'est ça qui consomme le plus de batterie en fait, après l'écran et la transmission. Parce que l'écran c'est pareil, mettez-le au minimum si c'est un relais. Ne le coupez pas totalement, vous le mettez au minimum, je crois que maintenant c'est 15 secondes. Mais en gros voilà, toutes les 30 minutes, le node il va s'allumer, il va se réveiller, il va se dire oula, est-ce que quelqu'un veut me transmettre un truc en Bluetooth?
Au bout d'une minute, s'il n'y a personne, il va se couper et il va repasser sur 30 minutes de sommeil. Donc plus vous allez l'augmenter, et plus vous allez économiser en batterie. Donc franchement, 30 minutes, c'est déjà énorme. Vous allez voir la différence au niveau de la batterie. Ça veut dire par contre que si vous avez de la maintenance à faire, bah, va falloir se mettre sur l'application, se connecter sur le node, et bah, peut-être que vous allez attendre 30 minutes. Hein. Peut-être que vous allez attendre 30 minutes avant que le node il se réveille et que vous allez pouvoir vous connecter dessus. Mais bon, si vous avez 30 minutes, franchement, en 30 minutes, ça passe vite. Si vous êtes pressé, vous mettez 15 minutes, mais vous allez voir vraiment que ça fait la différence. Donc moi, tous les nodes, ils sont réglés sur 30 minutes. C'est-à-dire qu'on va attendre grand maximum 30 minutes pour pouvoir prendre la main dessus et pouvoir le reparamétrer en cas de besoin. Mais généralement, on n'a pas besoin. Durée minimale de réveil, c'est un petit peu pareil que l'autre. C'est un peu subtil, mais c'est en gros, voilà. Au minimum, il va rester combien de temps allumé le Bluetooth avant de se couper. Donc voilà, mettez les mêmes valeurs partout, 1 minute, au moins vous êtes sûr de ne pas faire de conneries. Et 30 minutes entre chaque réveil Bluetooth. Vous faites sauvegarder, et là vous allez voir la différence au niveau de la batterie. En fait, c'est ça dont personne ne parle quasiment et qui consomme le plus de batterie sur les nodes, surtout les Tech V3 qui sont assez... ils consomment pas énormément, mais mine de rien, sur des semaines et des mois, on peut voir la différence entre un node un node très économique ou pas. Donc là-dessus, déjà, vous allez grandement gagner, et de toute façon, vous allez faire une fois la maintenance tous les 2-3 mois, vous vous en foutez, vous attendez 30 minutes, ou au pire, vous grimpez, vous appuyez sur le bouton, vous le redémarrez, hop, le Bluetooth se réactive au démarrage, et c'est bon. Donc voilà, ça c'est vraiment le paramètre le plus important que je voulais vous donner. C'est vraiment là-dessus que aujourd'hui, on arrive à avoir tous ces nodes, alors pas que ceux-là, hein, mais tous ceux que je vous ai affichés juste avant, d'avoir un réseau fonctionnel. Là, aujourd'hui, notre réseau FCF34, il est quasiment 100% opérationnel, fiable, ça fait des mois que ça tourne, il n'y a pas eu de plantage, c'est grâce à ce paramètre, en fait. Voilà, donc pensez à toujours équilibre entre alimentation, stockage au niveau de la batterie et puissance d'émission, et aussi, ça, l'émission, c'est aussi tous les combien de temps les nodes répètent leur paquet. Donc, pensez qu'il n'y a pas que vous. Si il y a d'autres nodes à proximité, peut-être que ces nodes-là sont connectés à d'autres nodes, qui sont eux-mêmes connectés à d'autres nodes. Vous les voyez pas forcément, mais eux, derrière, ils répètent les paquets. Donc, plus vous allez transmettre des paquets inutiles, et plus ça va vider la batterie des autres nodes, qui pourront pas avoir cette batterie-là, ce stockage, cette énergie, pour transmettre peut-être à un moment donné un message important. Donc vraiment, pensez toujours à cette vision d'ensemble. Le mesh tastic, c'est pas juste vous, c'est pas 2 appareils, c'est pas 3 appareils, c'est un ensemble comme nous. Des moments donnés, dès que le 3411 CapDAG se connecte au GAR, des fois on se retrouve avec 30 nodes. Ça m'est déjà arrivé d'avoir jusqu'à 30 nodes de connectés en simultané. Donc si tout le monde balance toutes les heures de la télémétrie, du machin, du bidule, qui sert à rien, vous allez juste... Vous imaginez 30 répétitions, 30 notes qui se transmettent et qui répètent tous les paquets de tout le monde. C'est juste infernal. Et là, vous allez perdre. Il y a des paquets qui vont se perdre, qui vont être brouillés. Donc vraiment, diminuer au strict nécessaire le nombre de paquets que vous allez transmettre par jour. Pour un relais, 4 heures, 6 heures, c'est amplement suffisant. Si derrière, vous avez un bon ensoleillement, une bonne antenne avec du gain, un bon dégagement, et les paramètres que je vous ai montrés de bien régler, c'est tout bon. Et nous, avec 100 milliwatts, on arrive à faire plus de 100 bornes. La plus grosse distance que j'ai réussi à faire, c'est justement Montagnac, donc 3405 je crois, qui a tapé jusqu'à Toulouse. Donc je suis parti de là et Andorre à peu près vers là. Le gars, je pense qu'il devait être sur la route, en direct, hein, j'ai pas eu de rebond, hein. En direct, j'ai fait quasiment 250 km, avec 100 milliwatts. Alors oui, ça reste exceptionnel, mais c'est possible. Donc comme quoi, la puissance, c'est vraiment un truc qui date de l'ère de la CB, où plus on mettait de la puissance, plus ça portait loin. Bah non, si derrière t'as une antenne de merde, ta station c'est de la merde. Je suis désolé, hein, mais je parle de manière concrète. Là, je rentre pas dans des trucs hyper compliqués. Vous voyez que tout le monde peut le paramétrer, c'est compréhensible, je l'espère. Et avec ça, c'est amplement suffisant. Alors après, si vous voulez augmenter la puissance, vous mettez des plus gros panneaux, des plus grosses batteries. Et puis vous voyez petit à petit, grâce à la télémétrie,
aux données télémétriques que vous allez pouvoir avoir avec les autres appareils, et ben vous pouvez suivre la consommation, le voltage de la batterie, et vous voyez si ça fonctionne ou pas. Et si c'est trop fort, si ça se vide trop vite, hop, vous baissez la puissance. Vous changez l'antenne, vous mettez une meilleure antenne, mieux dégagée, vous montez un peu le node de quelques mètres. Des fois, ça change tout, parce que ça reste à vue. Donc, tant qu'il n'y a pas d'obstacle, c'est censé passer. Hein, théoriquement. Enfin voilà, donc là, vraiment, en 1 heure, vous avez tout le nécessaire pour déployer un réseau mesh-tastic opérationnel. Pensez bien à ces différents niveaux. Vous voyez que c'est pas du tout les mêmes paramétrages, c'est pas les mêmes buts. Moi, le node de la maison, il est à régler à fond au niveau de la puissance parce que l'idée, c'est d'arroser dans de l'urbain, dans du béton. Il faut que ça traverse. Là où des nodes sur des points hauts, il n'y a pas besoin de puissance. Il faut plus compenser sur l'antenne et le dégagement. Et l'idée, c'est que chaque node soit complémentaire. Donc, on va créer une chaîne de communication. Donc, tac, 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 tac. On va les faire passer les uns sur les autres. Enfin, moi, tous les nodes relais, ils ont un but différent. Lui, il va couvrir là, lui, il va couvrir le nord, lui, il va couvrir là, et ZA, il va un peu dispatcher partout. Et comme ça, et localement, vous voyez, comme par exemple lui, il y en a un sur Béziers, Omelette Onctueuse, c'est son nom, lui, il est en plein centre-ville. De base, s'il est tout seul, lui, il couvre juste Béziers centre. Mais vu qu'il est à portée de ZA, hop, il va pouvoir avec un seul node qu'il capte. Putain, je suis en Italie. C'est infernal, les tactiles. Donc lui, juste en captant ZA, il va pouvoir rentrer sur Cap d'Agde, et donc le Gard, et donc le nord et ZA, ça va être aussi le nord de l'Hérault, ça va être aussi ZA, il va renvoyer vers l'Espagne, et un node cloisonné dans une ville, s'il a un seul point d'entrée sur un réseau qui est beaucoup plus large, ça va fonctionner. Et un simple petit Liligo TEDEC en plein centre-ville de Béziers, à proximité de Omelette Onctueuse, avec une toute petite antenne d'origine, je vais pouvoir communiquer jusqu'en Espagne. Parce que il y a un node local urbain qui va être ici, qui va me capter, qui va rebalancer à ZA, et qui va rebalancer à tous les autres. Et si je suis en MQTT, là, je peux aussi communiquer par Internet. Donc vous voyez qu'en fait, c'est comme ça qu'il faut concevoir le truc. C'est à plusieurs niveaux. Mais que ce soit, dès que je parle de niveau, c'est aussi d'altitude. C'est-à-dire que les nodes relais seront très hauts en altitude. Les nodes urbains seront un peu plus bas. Les nodes utilisateurs, dites-vous que c'est à ras du sol. C'est vraiment dans notre poche, dans la rue. Prenez toujours la pire des situations, ça vous permettra d'être vraiment au plus proche du réel. Ne faites jamais de tests optimisés, ça marchera pas, parce que dans le réel, c'est pas optimisé. C'est dégradé. Ensuite, on va finir sur le MQTT rapidement. Donc le MQTT, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est ce qui permet de faire la jonction entre un serveur internet et le mesh-tastic au niveau des ondes radio. Alors moi, comment est-ce que j'ai programmé mes canaux et le MQTT? Par défaut, il faut savoir que si vous êtes en long fast, le canal par défaut, ça sera long fast. Alors attention, moi je ne vous recommande pas de mettre long fast par défaut. Mettez d'abord le canal France. Donc voilà tous les canaux que j'ai moi de régler sur mes nodes, ils sont tous paramétrés de la même manière. En haut, j'ai mis le canal France avec le MQTT en émission et en réception. Pourquoi? Parce que il y a uniquement les Français qui passeront sur ce canal-là. Moi, je l'ai mis par défaut, ce qui fait que tout ce qui va être positionnement, donc qu'on va justement voir ici sur la carte, ça, c'est ce paramètre-là, donc la localisation. En le mettant tout en haut, c'est lui en fait qui va servir de canal par défaut pour le positionnement des appareils. Donc toujours les mêmes clés, AQ égale, comme le long fast. Long fast en deuxième, mais le MQTT uniquement en émission et jamais uniquement en émission. Alors il y a peut-être un problème. Ah non, autant pour moi, je l'ai inversé. Donc là, dans le canal, c'est bien ça. Donc moi, je l'ai activé pour que sur long fast, liaison montante, donc LoRa, donc les ondes radio vers le MQTT, donc Internet, soit activée. Donc ça me permet de recevoir tout le trafic MQTT en long fast, mais je ne transmets pas sur les ondes radio le trafic MQTT Internet. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout le monde, dans le monde entier, est en long fast sur le MQTT. Donc en fait, on va avoir des milliers de nodes qui vont apparaître, ça va bombarder les ondes radio, donc ça va tout faire saturer
pour des stations dont on s'en fout en fait. Faut savoir que il y a Rudolf à Berlin qui a un node, je m'en fous. Moi je veux savoir ce qui se passe ici. Donc c'est pour ça que j'ai mis le MQTT en émission et en réception sur le France. Et le long fast, c'est juste pour que le trafic local puisse quand même être envoyé sur le MQTT, donc le réseau mondial, on va dire, européen plutôt, et pour que les gens puissent quand même voir ce qui se passe ici. Mais ça reste uniquement de la réception au niveau du node de mon domicile et des autres qui font le MQTT. Ensuite FCF, pour le national, Fréquence Citoyenne Française, lui, pareil, il est en émission-réception, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs, on peut se permettre de le mettre en MQTT émission-réception, vu que de toute façon, c'est pas ça qui va saturer le réseau, c'est vraiment le long fast en fait qu'il faut jamais mettre en émission, parce que je vous jure, déjà le node il va être blindé votre node perso il va être blindé de données, de nodes extérieurs, d'autres nodes, donc tout va ramer, le node il va planter, vous allez plus pouvoir vous connecter dessus, c'est vraiment un vrai bordel. FCF34, pareil, émission-réception, et pareil pour pageur alerte. Donc en fait, France par défaut, puisqu'on est en France, donc ça permet de privilégier le trafic français, que ce soit en MQTT, en local et en positionnement. Long fast parce que c'est celui par défaut, faut quand même le garder pour être ouvert à n'importe qui, mais uniquement pour que le trafic soit rentrant dans le MQTT, mais pas sortant. Et ensuite FCF34 parce que je suis dans le 34, et pageur alerte pour l'alerte. Voilà, donc là vous avez le paramétrage type qu'il faut d'après moi suivre. Après, si vous préférez avoir un long fast en premier, c'est vous qui voyez, mais moi je trouve que c'est plus logique de mettre France, parce qu'on est en France, et ça permet de pouvoir rester ouvert autant au trafic internet que local, sans que ça sature le réseau. Donc, voilà, je trouve que c'est un juste milieu, parce que si vous mettez tous vos nodes, même les relais, en long fast, MQTT, émission-réception, même si eux sont pas connectés à internet, ils vont répéter les paquets MQTT. Ça veut dire qu'il y aura des milliers et des milliers de trames qui vont passer par jour et qui vont être répétées. Donc là, en 5 heures, vous allez plier la batterie, je vous le dis. Donc franchement, c'est pas ce qui nous intéresse. Voilà un peu mon paramétrage. Toujours pareil, toujours les mêmes clés, AQ égale, les clés par défaut. Voilà. Donc moi je vous recommande de faire ça. Voilà, tous les Français, je vous dis, mettez France par défaut, pensez toujours à la majuscule, F majuscule, France. Émission-réception, clé AQ égale, positionnement activé, moi j'ai mis à peu près 3 km de décalage, et là on est pas mal. Et donc ici après on va pouvoir voir un peu tout le trafic des nodes qui passent. Voilà, vu que j'ai redémarré tout à l'heure, ça met 3 jours, mais normalement c'est pas 3 jours, c'est parce qu'il n'a pas encore rafraîchi les infos. Et vous voyez qu'en fait il y a beaucoup de nodes, et là on a les distances 200 km, 150, et ça c'est du local, Vous voyez, SO 6, SO 4, donc c'est même pas du MQTT. 100, 114, 102, 23, 108, 161, 94, 20 km. Ça c'est Kylian, c'est mon code. C'est mon poteau. 106, 150, 148. Vraiment, vous voyez que c'est pas un délire. Dès que je dis aux gens, on peut faire 150, 200 km sans problème. Moi, je l'ai fait avec 100 milliwatts. Donc vous voyez qu'il y a plein de nodes qui sont au moins entre 100 et 200 km. Donc c'est largement faisable. C'est surtout et avant tout le positionnement du node qui va faire toute la différence. Un node dans mon salon ou un node sur un point haut qui est peut-être à juste 2 km d'écart. C'est le jour et la nuit. Voilà, je vous l'ai montré, c'est factuel, c'est concret, ça fait 1 an que je bosse là-dessus avec mes collègues. Ça fonctionne. Donc voilà, si vous voulez soutenir mon travail, tout le projet, je vous mets tous les liens. Là, vous avez toutes les explications pour lancer votre réseau dans votre secteur. Avec ça, normalement, ça sera tout bénef. Mais tiens, on voit qu'il y a encore des petites liaisons. Voilà, normalement, là, vous êtes le roi du pétrole, vous êtes le champion, si vous suivez toutes ces consignes. Puis dernier petit conseil, une erreur que j'ai fait, lorsque vous installez des nodes autonomes, pensez à sceller le node, à le fermer si c'est une version étanche, comme ceux que je vous ai montré juste avant. Pensez à fermer la boîte avant d'être sur un point haut. Ou alors faites-le dès qu'il fait très beau et qu'il y a 0 humidité. Parce que Montagnac, là, je me suis fait avoir. Je l'ai fermé un soir où il y avait de l'humidité. Le truc, il a planté. Il était blindé de flotte. J'ai dû le faire sécher. Ça fonctionne. Ça va. Heureusement. Mais voilà. Ça, c'est des trucs auxquels il faut penser. Pensez à bien tout fermer. Vous le testez vite fait quelques jours à la maison. Ok, tout fonctionne bien. Il n'y a pas de plantage. Ça résiste à l'eau. Hop, allez, on peut le mettre sur un point haut, pensez toujours les autorisations, etc. Ça c'est important.
Et voilà, pensez vraiment à l'humidité, sinon vous allez vous retrouver avec un truc qui va planter. Avec la condensation, ça va tout faire rouiller dedans, tout sera oxydé, et vous serez niqué, vous allez devoir tout racheter. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à poser vos questions. Là, c'est vraiment la vidéo la plus importante la plus essentielle vous allez pouvoir trouver au niveau du Meshtastic, parce que là c'est du concret, c'est du réel, et ça fait 1 an qu'on bosse là-dessus, on a pu voir la stabilité du truc, et on sait que ça fonctionne. Allez, bonne journée à vous, et puis à très bientôt. Et puis pensez à soutenir mon travail et passer par les liens. Salut!